Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Merci beaucoup de venir ici pour répondre à 12 questions que j'ai préparées qui vont être courtes et j'attends des réponses assez brèves et ramassées si on peut essayer. Juste avant en introduction, je voulais dire que moi j'ai regardé votre parcours, que j'ai été impressionné, il y a plein de choses que je ne savais pas du tout, comme le fait que vous aviez servi en Afghanistan, que vous aviez été député européen, qu'on avait considéré que vous aviez été un très très bon député. Et je me suis dit, c'est intéressant, c'est pas forcément l'image que vous laissez, mais en fait, vous avez un parcours assez exceptionnel finalement. Et en plus, vous avez traversé toutes les différentes crises actuelles. Et je suis d'autant plus content de vous poser les questions qui sont pour moi des questions particulièrement d'intérêt. La première question, c'est sur le vieillissement de la population. La France est le pays qui a la dépense sociale la plus importante au monde, devant le Danemark et la Finlande. Et cette dépense sociale, elle est essentiellement constituée des retraites, à 46%, et de l'assurance maladie. Et à ça, on a plus de 80% de la dépense sociale. Or, si on regarde la dépense maladie, elle va essentiellement à la population âgée. On sait, c'est la population âgée qui a des affections longue durée, qui coûte très cher au système de santé. Et cette population, elle vieillit encore. On est en France le pays qui a l'espérance de vie à 65 ans la plus importante dans le monde. Comment on fait pour lutter contre ce phénomène démographique et ce risque d'écrasement de la population active et des jeunes générations françaises par une population vieillissante qui coûte déjà extrêmement cher au pays? Il y a plusieurs choses. D'abord, on a un système des retraites qui est extrêmement coûteux parce que le système par répartition uniquement est responsable depuis une cinquantaine d'années de globalement 40 à 50% de nos déficits publics. Donc on a un mode de financement des retraites qui est très, très coûteux. Donc il faut regarder ce qui se fait à l'étranger, c'est valable pour tout d'ailleurs. Et si on injecte un peu de capitalisation dans le mode de financement des retraites, on va diminuer la dépense publique et on pourra donc la réaxer sur des dépenses plus évidentes. Deuxièmement, il y a la question du vieillissement. C'est un risque, entre guillemets, on dit que c'est le cinquième risque, c'est pas un risque, c'est un fait, qui n'est pas financé. Tout le monde dit depuis 20 ans, on va créer une nouvelle branche, mais en fait, c'est pas financé. Donc moi, je propose qu'on le finance par une cotisation d'1 euro, d'1% par exemple sur le salaire brut, cotisation salariale et cotisation patronale de tous les salariés, et on crée des fonds de capitalisation qui vont nous permettre d'ici 30 ans de commencer à pouvoir verser de l'argent à la dépendance. Il nous manque environ 10 milliards d'euros dans les 10 ans à venir, compte tenu de l'augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes. Je crois qu'il y a 1,3 million de personnes âgées qui sont actuellement dépendantes, et on peut imaginer en 2050 être aux alentours de 4 millions, donc si on n'a pas de financement spécifique, on n'y arrivera pas. Il faut des financements spécifiques. Et est-ce que vous imaginez à un moment mettre à contribution la population concernée, qui est la population la plus âgée? Non, enfin, je veux dire par là que dans la population âgée, vous avez des niveaux de rémunération qui sont extrêmement variables, avec des gens qui sont au minimum vieillesse et qui déjà n'y arrivent pas. Quand vous voyez le prix d'une EHPAD, par exemple, par mois, vous voyez bien que de toute façon, on est sur des rémunérations qui sont beaucoup trop faibles. Donc la seule solution crédible long terme, c'est d'arriver à bâtir dès maintenant, dès que vous entrez sur le marché du travail, de la cotisation long terme qui va vous créer du fonds de capitalisation et qui permettra de verser des dividendes. Ça existe partout dans le monde, ça existe même en France. Il y a un fonds de capitalisation pour tous les fonctionnaires. C'est une retraite complémentaire. En France, quand on parle de fonds de capitalisation, c'est épouvantable, on voit le capitalisme arriver, etc. Mais en fait, il faut bien comprendre que tous les fonctionnaires français aujourd'hui en bénéficient via un outil qui est de retraite complémentaire. C'est pareil pour les pharmaciens, ils ont un fonds de capitalisation, etc. On appelle ça des fonds souverains. Et ces fonds souverains, fonds souverains s'ils sont publics, ça pourrait être des fonds privés aussi, ils ont en gros, au lieu de prendre 100 euros dans votre poche tous les mois pour me le donner à moi retraité, eh bien l'idée c'est de vous en prendre que 50 pour m'en verser 100, le delta venant de dividendes créés par une capitalisation, c'est-à-dire d'un investissement long terme. Et en plus, c'est utile à l'économie. Et c'est fondamental en particulier pour la recherche, parce qu'un des éléments en France, en fait en Europe, c'est que nous n'avons pas cette masse de manœuvre financière qu'ont les Américains. Donc ça permettra de créer des fonds qui vont permettre de s'investir sur le long terme, à risque, pour financer la recherche. Ça nécessite, une troisième réforme, c'est la création, c'est un peu technique, d'un marché unique des capitaux en Europe. En Europe, il n'y a pas de marché unique des capitaux. Autrement dit, si je place 10 euros en France,
Et si je les place 10 € en Allemagne, les conditions seront différentes. Et donc, il n'y a pas de franchissement de barrière des capitaux. Si vous créez le marché unique des capitaux, vous avez la possibilité, avec ces fonds de pension, d'avoir un marché de 450 millions d'habitants et donc une plus grande possibilité d'investissement et donc que ça vous crée des fruits, des fruits de dividendes à 10, 20, 30 ans. D'accord, moi ça me va très bien. D'accord, la capitalisation un petit peu du système à l'américaine. À la française. Pas rester à 100% sur... Oui, vous m'avez dit que ça existait déjà sur la répartition. Ma deuxième question, c'était une question liée à... Bon, c'est une crise qu'on a traversée tous les deux, mais bon, il y a quelque chose qui a été frappant. C'est pas que sur la crise du Covid qu'on en a parlé, mais sur les fake news. Le fait qu'il y ait une espèce de réalité parallèle qui se crée. On ne sait où, c'est un nuage, c'est dans le cloud. Et cette réalité finit par avoir ses adhérents dans la population qui commencent à être totalement coupés du monde réel et finalement ne se soucient pas de vérifier si sa réalité est en ligne avec les faits. Et en plus, c'est augmenté par des systèmes d'intelligence artificielle par les grands réseaux sociaux. Comment on fait pour stopper le carnage, puisque ça a quand même fait Trump. Alors, on peut juger que Trump, c'était très bien. Bolsonaro... Ça a quand même créé les anti-vax, voilà, et ça crée des conflits entre les différents pays. Alors en plus, il y a sans doute quelque chose de stratégique derrière, mais comment on fait, nous Européens, pour sortir de la naïveté sur ces fake news ? Il y a plusieurs choses, mais moi je crois absolument à l'importance de l'éducation. Notre système éducatif français tombe. Regardez les classements par exemple en mathématiques. C'est bien simple, nous sommes les derniers. C'est pas la peine d'apprendre par cœur notre classement. Dans l'OCDE, nous sommes, l'OCDE ou l'Union, j'ai un doute. Dernier système éducatif en mathématiques. Or, apprendre les sciences, ça apprend quoi? Quand vous êtes scientifique, vous apprenez à... C'est Bachelard qui dit ça. Juste une remarque quand même, les fake news, ça concerne tous les pays du monde, même les premiers en mathématiques. Oui. Mais je pense que c'est une première réponse. Quand vous êtes scientifique, vous apprenez à réfléchir contre votre propre cerveau. C'est une phrase de Bachelard. Ça vous permet aussi de développer votre esprit critique. Donc, me semble-t-il, l'augmentation de la capacité des Français à réfléchir passe par une meilleure connaissance des sciences dès le primaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a une question un peu spécifiquement française. Je pense qu'il y a une crise démocratique où nos institutions ne fonctionnent plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat politique, l'Assemblée nationale ne sert pas à grand-chose, c'est un théâtre d'ombre. Et vous savez, quand vous n'avez pas de lieu d'expression démocratique, le lieu d'expression démocratique, c'est la rue avec la violence ou c'est le réseau social avec la haine. Vous ne croyez pas qu'il faut quand même y aller un peu plus fortement, c'est-à-dire éventuellement légiférer, faire en sorte qu'il y ait des boucles d'IA qui soient interrompues, des choses techniques? Non, des choses techniques. Moi, j'ai été invité par exemple par Facebook sur des tables rondes sur ces sujets-là, sur comment ils arrivent à sortir toutes les choses qui sont avérées fausses. Parce que je suis d'accord qu'il y a un principe, mais il y a aussi une réalité qui est que ces fake news ont des effets collatéraux extrêmement négatifs, qui nous coûtent très cher. C'est vrai, mais je pense que c'est une balance entre un bénéfice et un risque. Il y a un grand risque à donner à des individus organisés, par exemple les réseaux sociaux, les GAFA, le droit d'interdire aux gens de s'exprimer. Je crains beaucoup cela. Il ne s'agit pas d'aller d'une tyrannie vers une autre, de la tyrannie de la fake news à la tyrannie du GAFA. Moi, je fais plutôt le pari de l'intelligence. Il y aura toujours une proportion des gens qui penseront que la Terre est plate, toujours. La question, c'est effectivement leur quantité. Avec l'éducation, on peut s'en sortir, mais il faut vraiment mettre booster sur l'éducation. D'accord, c'est intéressant comme réponse. Merci beaucoup. Oui, alors j'avais une question sur les médecins. C'est la seule question vraiment. Non, mais parce que la place du médecin dans la société, on a beaucoup dit que l'avenir de la médecine allait être plus technique et qu'il allait avoir de la délégation de tâches. On a l'impression que le médecin est un peu anachronique dans tout ça. On a l'impression qu'il veut garder une activité qui est assez artisanale, qu'il a du mal à ouvrir sa discipline aux autres, qu'il y a un petit peu de rétention quelquefois de pouvoir. On a l'impression que c'est toujours plus de médecins, mais en même temps, il y a une espèce de barrière pour se garder, une espèce de primauté sur un certain secteur. Comment vous voyez évoluer le médecin? Selon vous, c'est quoi le médecin de demain? D'abord, il en faut plus. C'est plus de médecins parce qu'on a une population qui est plus nombreuse, plus vieille, plus malade. Il y a plus d'affections de longue durée. Tous les ministres de la Santé de droite et de gauche vous répètent comme des perroquets qu'on n'a jamais eu autant de médecins en France. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai parce que la statistique du Conseil de l'Ordre prend y compris les médecins retraités avec un peu d'activité. Autrement dit, il y a moins de médecins disponibles.
Quand vous prenez un médecin, globalement, on le voit bien, il travaille moins individuellement en nombre d'heures travaillées qu'il ne travaillait il y a 30 ans. Donc on a moins de médecins. Et on a besoin de plus. Deuxièmement, il y a des spécialités qui existeront dans 20 ans ou 30 ans, dont on n'imagine même pas l'existence aujourd'hui. Moi, je suis urgentiste. Il y a 40 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'il y ait des spécialistes de l'urgence. C'était pareil pour les gériatres. Donc, on va avoir à la fois un morcellement de la médecine. Les gens vont devenir de plus en plus spécialisés. C'est le cas aujourd'hui. Et la population va avoir de plus en plus de besoins. Donc, moi, je crois qu'il faut beaucoup plus de médecins qu'on en a aujourd'hui. Il y a une statistique intéressante. En 2011, c'est la dernière stat que j'ai, donc elle a 10 ans, mais au tableau des inscrits au Conseil de l'Ordre des médecins national, il y avait 22% ou 23% des médecins qui étaient à diplôme étranger, extra-union et intra-union. Donc par définition, il y a au moins un déficit de 23% de médecins qu'on ne forme pas en France, qu'on pourrait former. Donc il faut en former beaucoup plus. Leur métier va changer, ils vont devenir plus spécialisés. Il faut, dans ces métiers très spécialisés, garder un important pool de médecins qui correspondent à nos généralistes actuels, qui seront les médecins qui vont connaître le système et qui vont permettre de vous envoyer chez les spécialistes, des coordonnateurs de soins. Quatrièmement, je me méfie de la médecine déshumanisée. Je pense qu'on a toujours besoin d'avoir quelqu'un à qui on se confie. Et cinquièmement, les médecins doivent massivement transférer un certain nombre de leurs tâches à des nouveaux métiers, des paramédicaux qui vont se former probablement différemment. Il ne s'agit pas de revenir à Charles Bovary qui était officier de santé, il s'agit de revenir à des infirmiers qu'on va former à des tâches qui sont actuellement faites par des médecins, y compris de la prescription. C'est dingue de penser que dans mon service, quand vous venez et que vous avez besoin d'un plâtre, c'est un médecin à 15 ans d'études qui vous fait un plâtre ou qui vous fait une suture. Tout ça est absurde. Ben, c'est pareil en médecine de ville. Il y a des expériences étrangères. Par exemple, sur la maladie mentale, au Canada, vous avez des infirmiers de psychiatrie, comme il y en existait en France il y a 30 ans, qu'on a abandonnés et qui sont en ambulatoire et qui prennent en charge des malades chroniques. Et voyez-vous, typiquement, le grand lot des malades de la ville, c'est la maladie chronique dans les années à venir. C'est eux il ne faut pas les envoyer à l'hôpital, c'est absurde. Il faut qu'ils soient en ville, autour du médecin généraliste. Eh bien, il faut que le médecin généraliste puisse compter sur des paramédicaux qui vont suivre qui a un diabète, qui a une hypertension artérielle, etc., etc. Dégager le médecin de ces tâches qui sont des tâches un peu automatisées, et le médecin généraliste sera le recours du paramédical qui ne saura pas faire. J'ajoute que dès aujourd'hui, si je fais un match de foot avec mon fils et que je me fais mal à la cheville et j'ai une entorse, moi j'ai plutôt envie d'aller voir mon kiné d'emblée plutôt que mon médecin, vous voyez. Et donc, il faut le faire massivement et rapidement. Et on parle beaucoup des déserts médicaux partout en France, hein, en milieu urbain, rural, etc. Je pense qu'une des grandes réponses au désert médical, c'est très rapidement, ça peut se faire en 3-4 ans. On forme massivement des paramédicaux, un an supplémentaire, très pratique, éventuellement de la validation des acquis d'expérience. Et ces gens-là, on leur donne un rôle de prescription. Ils peuvent faire des ordonnances, ils peuvent prescrire, ils peuvent suivre des malades. Et vous allez voir, vous allez dégager du temps aux médecins généralistes. J'ajoute qu'il y a un dernier point, peut-être, c'est la tâche administrative. Hein. On croule sous la tâche administrative. Alors c'est très banal de le dire, mais c'est une réalité. Le Conseil de l'Ordre, je crois, il y a une dizaine d'années, avait évalué à 4-5 heures par semaine, une demi-journée, pour un médecin généraliste, les tâches administratives. C'est dingue qu'il y ait des tâches administratives aujourd'hui alors que tout est automatisé. Oui. Ouais, c'est pas que la médecine, les chercheurs ils disaient exactement, bien sûr. Et les chefs d'entreprise et tout le monde. Ouais. Alors j'en profite pour deux questions qui restent un petit peu sur le domaine de la santé, après on s'écartera un tout petit peu, c'est la santé mentale. Si on regarde les données de l'OCDE, on se rend compte qu'on n'est pas trop mauvais dans un certain nombre de secteurs, en général quand les choses sont bien organisées. Mais alors la santé mentale, c'est quand même le grand malade de la France. Qu'est-ce qui fait qu'en France, ce soit aussi catastrophique? Comment ça se fait qu'en santé mentale, on décroche par rapport au reste de la médecine? Et j'aimerais vraiment savoir si vous identifiez, moi j'ai ma petite idée, quelques spécificités françaises qui font que ça ne fonctionne pas. Et je pense que l'idée de dire qu'il n'y a pas assez de moyens est largement insuffisante pour l'expliquer. C'est très difficile aujourd'hui en ville de trouver un psychiatre. C'est encore plus difficile de trouver un psychiatre pour enfants. Une des spécificités françaises, c'est qu'il n'y a pas de parcours de patient. J'ai ouvert dans la commune dans laquelle je suis maire une crèche pour enfants autistes. C'est la première crèche en France pour enfants autistes. En gros, on va prendre des enfants de 0 à 6 ans. Dans une crèche, c'est 0 à 3. Là, on les prend de 0 à 6 pour les envoyer en sifflet à partir de 3 ans à l'école, un peu à la crèche, très entourée, et l'école en milieu ordinaire. Et on voit bien donc là, on crée un parcours. Il faut prendre des parcours, il faut suivre les gens le plus tôt possible. Il y a une culture un peu psychanalyste également qui a embolisé la psychiatrie française.
Tout ça fait que... Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Encore une fois, redonner du temps. Le premier recours en fait, de la maladie psychiatrique, ce n'est pas le psychiatre, c'est le médecin généraliste. Non, mais je parle sur la psychanalyse, parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui j'en ai parlé qui m'ont dit que c'était un vrai sujet. Ça a l'air d'être un verrou depuis de nombreuses années. Je crois qu'il y a 2 pays au monde, ou 3, qui sont aussi psychanalytiques que nous. C'est l'Argentine, un peu le Brésil et surtout la France. Mais si on n'arrive pas à standardiser les choses, comment on fait du coup pour faire ces écoles, ces parcours? C'est aussi culturel. En France, quand vous êtes triste, on vous donne un antidépresseur. Alors que la tristesse n'est pas une maladie, c'est un état. Donc il y a une surmédicalisation des choses. La solution, la psychanalyse, elle est probablement aussi par défaut, c'est que quand vous n'avez pas de psychiatre, quand vous avez un généraliste qui est pressé et qui est obligé d'aller vite parce qu'il a une file d'attente énorme, mais il vous prescrit un antidépresseur parce que tout ça, finalement, ça va plus vite, c'est plus rapide, etc. Je pense que la prise en charge des maladies psychiatriques nécessite du temps. Et ce temps, il n'existe pas chez les professionnels de santé qui n'en ont pas. C'est pour ça que si vous formez des bataillons d'infirmiers spécialisés en prise en charge des maladies psychiatriques, ceux-ci vont avoir du temps pour vous prendre en charge. Ils ne vous prendront pas en charge en 10 minutes, en vous prescrivant une boîte d'antidépresseurs, démerdez-vous avec ça. Ils vous prendront le temps qu'il faut, mais pour ça, il faut de la main-d'œuvre et on n'en a pas. Moi, je propose de la main-d'œuvre. D'accord. J'ai le point. Sur la couverture, la grande sécu, c'est un débat qu'on a tous en ce moment. On remet sur la table le sujet de la grande sécurité sociale pour aller en quelque sorte vers un système un peu à l'anglaise. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance potentielle de faire du système de santé français un système un peu à l'anglaise, qui soit beaucoup plus étatisé, qui soit beaucoup plus contrôlé? On sait que les médecins ne se positionnent pas toujours pour ça. Est-ce que, on sait qu'il y a un espèce de fantasme sur le système anglais. Est-ce que vous pensez qu'il faut y aller? Visiblement, le ministre actuel a l'air de le penser. Ou est-ce que vous pensez qu'il faut laisser de la liberté dans le système et pas nécessairement aller vers cette espèce de système ultra centralisé avec une seule mutuelle qui dirige de plus en plus ce qui est fait et la façon dont ça doit être fait? Je n'ai pas la réponse à ça. Le système anglais, à une époque, était tellement centralisé qu'il était en crise et que les gens venaient même se faire opérer en France. Il faut quand même se souvenir que... Parce qu'ils gèrent l'offre. Ouais, exactement. Donc moi, je crois plutôt à l'autonomie des acteurs publics. Je pense que l'action des individus, elle est plus efficace si vous leur donnez la possibilité d'agir eux-mêmes. Je crois que, si vous voulez, d'une certaine manière, parfois, l'État central est le problème plus que la solution, et que la solution, c'est la société. Et la société, c'est y compris les fonctionnaires, si vous leur donnez de l'autonomie. Donc je me méfie des systèmes hyper centralisés. Je ne crois pas que ça soit la solution. Je pense que la solution au système de santé, c'est probablement une moindre médicalisation et plus grande paramédicalisation des parcours de soins, de la prévention qui n'existe quasiment pas aujourd'hui. Un hôpital qui fait que la maladie aiguë ou la décompensation de la maladie chronique ou les diagnostics compliqués, la médecine de ville, en particulier généraliste, gardant la surveillance des affections de longue durée, et pas tout le monde fait un peu tout. Et enfin, de l'autonomie des acteurs publics. Donner aux acteurs publics de l'hôpital public de l'autonomie, vous verrez, ils seront plus efficaces. Il y a un exemple formidable qu'il faut regarder en France, qui est l'hôpital de Valenciennes, qui est un centre hospitalier. Je suis allé visiter. En fait, ils ont donné au chef de pôle de l'autonomie de gestion. Eh bien, ça fonctionne. L'hôpital était en déficit, est en excédent. L'hôpital faisait de la mauvaise médecine, il fait de la bonne médecine. Donc vous seriez pour, par exemple, que les hôpitaux n'aient qu'un seul statut et que même les CHU, par exemple, puissent décider des contrats qu'ils signent avec tous les gens qui vont employer, que ce soit les médecins, les infirmières, tous les agents qui travaillent dans l'hôpital? Non, en fait, j'entends ce discours qui consiste à dire on va mettre fin au statut de la fonction publique hospitalière. Voilà. Non, je n'y crois pas du tout. D'abord, personne ne le fera. Je connais trop la politique pour savoir que les grands trucs... L'hôpital de Valenciennes, il fonctionne avec le statut de la fonction publique hospitalière, il fonctionne avec le code des marchés publics, c'est aussi un truc qui revient souvent, il fonctionne avec la loi existante. Donc il n'y a pas besoin de bouleverser la loi. Je ne crois pas au grand soir. Je pense simplement que si vous avez l'intelligence de donner, avec les outils actuels, de l'autonomie aux acteurs publics, ils s'en saisissent et agissent. C'est ce qui s'est passé à Valenciennes. Les médecins qu'ils embauchent sont des médecins de la fonction publique hospitalière. Ils n'ont rien bouleversé et pourtant ça marche. C'est plus une capacité d'action des chefs de service ou des chefs de pôle. Vous leur donnez... moi, je suis frappé quand je gère un service d'urgence. On me montre mes dépenses, mais on ne me montre jamais, par exemple, mes recettes. Je peux avoir des idées intéressantes sur la manière d'augmenter les recettes de mon service. Mais on ne me les demande pas.
Ah oui, pourtant il y a un DIM normalement qui est là pour ça, pour vous donner les recettes que vous faites. Oui, bien sûr. Et je veux dire par là que tout est très globalisé, en fait. Il n'y a pas d'analyse micro. Il y a une tradition française qui est celle de l'homogénéité des règles. Et je pense que ce n'est pas bien. Quand vous donnez aux gens la possibilité d'innover, eh bien en fait, les gens sont beaucoup plus intelligents que certains hommes politiques le pensent et se saisissent des outils. Mais c'est pareil, ça serait pareil dans l'éducation. Il faut regarder en Grande-Bretagne, ils ont créé des écoles publiques dans lesquelles ils ont donné l'autonomie pédagogique aux enseignants. Eh bien le niveau a bondi. Tout ça a été tiré vers le haut. Faites confiance aux individus, y compris et peut-être d'abord les agents publics, et vous verrez, la fonction publique globale sera beaucoup plus efficace. Vous croyez vraiment qu'en France, il y a une culture comme ça de la société civile? Parce que les Anglais et les Américains sont toujours des exemples qu'on cite en France. Mais vous ne croyez pas qu'en France, on a quand même une culture qui est différente? Je prends par exemple, je prends le système de la santé, je suis désolé si je connais mieux, mais sur l'article 51, on a dit on va donner de l'autonomie aux gens pour créer des nouvelles choses qui n'existent pas. Ils vont les écrire et ensuite ça va remonter et on les appliquera si c'est de très bonnes idées. Le résultat de ça, c'est qu'en fait la société civile n'a tellement pas l'habitude qu'on lui demande son avis que quand on lui donne copie blanche, elle ne fait rien. Donc est-ce que finalement, à chaque fois qu'on n'a pas essayé de laisser les gens se débrouiller, il ne s'est pas rien passé? Je prends un autre exemple en médecine. Si vous regardez les données de l'OCDE, ce qui fonctionne le mieux, ce sont les stroke centers, la prise en charge de l'infarctus, la cataracte, des choses qui sont venues d'en haut, avec des parcours extrêmement bien faits qui ont été suivis. À chaque fois que vous laissez les gens se débrouiller, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Donc, juste une petite réserve, on prend toujours les Anglais et les Américains, mais est-ce qu'en France, on est capable de faire ça? De laisser la société civile se saisir, et est-ce qu'elle va le faire? Alors en France, on croit que l'État peut tout faire, et sait tout surtout, et ne se trompe jamais. Je pense que c'est une erreur. L'État, il doit mettre à disposition des moyens, s'assurer de l'équité de traitement sur le territoire, pour que tout le monde soit traité pareil, ça c'est très important. Mais dans la réalisation, dans l'art d'exécution, il doit laisser les gens faire. Et les stroke centers, pardon, mais moi je suis anesthésiste réanimateur, j'ai vu comment ils ont été montés. Ce sont les professionnels eux-mêmes qui ont dit, bah voilà, on va mettre un stroke là, et on va mettre un stroke là, toi tu feras plus de trauma, toi tu feras plus de trauma. C'était une organisation ainsi. Pourquoi ça ne marche pas quand on donne... Le leadership. Ah ben, il faut toujours le leadership, évidemment. Mais le leadership s'exprime et s'épanouit le jour où vous lui donnez la possibilité d'agir. Pourquoi ça ne marche pas effectivement ou difficilement en France? C'est qu'en fait, on leur donne une fausse liberté. Je le vois avec les infirmières de pratique avancée, qui sont ces infirmiers, c'est une très bonne idée, à qui on va dire, vous avez la possibilité de faire plus que votre métier actuel, en particulier de la délégation de tâches, etc. Ça ne marche pas, en tout cas, on a du mal à le lancer. Pourquoi? Parce qu'on a hyper complexifié le truc. Et il faut faire valider par l'agence régionale de santé, par la sous-commission truc, le sous-chef truc, le surchef machin. Et en fait, ce n'est pas de la vraie liberté. On ne donne jamais de la vraie liberté. Elle est toujours sous contrôle. Et vous pensez que si vous étiez aux responsabilités, vous auriez la capacité de casser tous ces circuits de validation? Parce que ce sont des gens dont le rôle n'est que de valider des choses, des formulaires. Donc c'est des gens aussi contre lesquels il faut lutter. Il ne suffit pas de le décider. J'imagine qu'il y a une énergie qu'il faut mettre dans le système pour ça. Vous avez raison. La politique, c'est d'abord un art d'exécution. Je l'ai fait dans mon service, où je donne délégation, je m'entoure de gens meilleurs que moi, c'est très important ça, il ne faut pas avoir peur, et il faut leur faire confiance. Je l'ai fait dans ma commune, je suis maire depuis 20 ans, chaque fois je suis réélu un petit peu mieux. Pourquoi? Parce que je fais confiance à mes adjoints, je fais confiance à mon administration. Ils ont de l'autonomie dans la réalisation, parce que je sais que quand je fais confiance à quelqu'un qui en est capable, il faut, moi, l'avoir identifié avant, c'est tout le sujet. Qui est capable, eh bien, il va casser toutes les frontières qui l'empêchent d'avancer. Et c'est ainsi. En fait, le drame des chefs et des sous-chefs, c'est qu'en fait, ils sont en terrain conquis, puisque avant même qu'ils n'aient imposé leur volonté, les gens sont soumis à leur autorité en disant on n'y arrivera jamais. Il y a une révolution culturelle, je suis d'accord. Je pense pouvoir y arriver parce que je l'ai fait dans les endroits où j'étais. Et Emmanuel Macron, c'est pas quelque chose qu'il veut faire. Il donne quand même cette image d'être quelqu'un justement qui est totalement sur cette ligne-là. Et visiblement, il a du mal. Et c'est pas quelqu'un qui manque d'énergie et de volonté. Absolument. Et puis c'est un homme évidemment intelligent. Il a évidemment été élu sur ce programme-là, très, très clairement, mais il ne l'a pas fait. Je pense qu'au fond, il a une culture extrêmement traditionnelle, qui est la culture de l'École nationale d'administration, où au fond, on a des gens qui sont formés à contrôler. Voilà, on a des corps de contrôleurs. Il a prétendu vouloir le faire, il ne l'a pas fait. Je crois qu'en réalité, il est très très conservateur. Qu'il ait souhaité le faire
au fond de lui-même probablement, mais comme ce sont des tâches difficiles, et puis il n'avait pas l'expérience de cela. Pardon, un jour, j'ai répondu à cette question et je lui ai dit, au fond, Emmanuel Macron est un homme très intelligent, il lui a manqué qu'une expérience, c'est d'avoir été maire de la Garenne-Colombes. Non, mais c'est vrai que vous, par contre, votre parcours sûr. est totalement différent de celui d'Emmanuel Macron. Vous êtes un doueur et vous l'avez fait sur différents champs d'opération différents. Je fais. Mais vous avez raison, ça demande une énergie. La première émission de radio que j'ai faite il y a très longtemps, qui est probablement pas né, j'étais responsable d'un petit mouvement politique de jeunes. C'était les jeunes, ce qu'on appelle les gaullistes de gauche, bon, peu importe. J'étais invité sur Europe 1 par Catherine Ney, qui avait invité une gloire de la politique française de l'époque, qui était Jacques Chaban-Delmas. Et moi, j'étais le jeune de service, puisque c'était jeune gaulliste de service. Donc j'ai rien dit, je crois, de l'émission, parce que j'étais tellement impressionné par le micro. Donc je les ai écoutés parler, et à un moment, Catherine Ney demande à Chaban, c'est quoi la définition du gaullisme? Il fait une définition qui m'est restée, parce que pour moi, c'est la définition de la politique. Et il a dit, c'est très simple. Le gaullisme, et donc la politique pour moi, c'est la capacité de dire non. De dire non. Pour faire de la politique, il faut des convictions, mais il faut surtout du tempérament. Il faut dire non, il faut dire là, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. On vous présente un truc tout fait, en général très bien organisé, et on vous le présente comme la seule hypothèse. Eh bien non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, et on ne va pas faire comme ça, on va faire différemment. Le nombre de fois où je me suis tapé, moi, des juristes qui m'expliquaient qu'on ne pouvait pas faire ce que je demandais, je les renvoyais dans leur but en leur disant, mais dites-moi plutôt comment on fait. En fait, cette volonté permanente d'essayer d'empêcher de faire, est absolument dramatique. C'est très américain. Venez pas avec vos problèmes, venez avec vos solutions. Oui, moi, c'est l'impression qu'Emmanuel Macron donne, mais ce n'est que de la surface selon vous. C'est-à-dire qu'en surface, il donne l'impression d'être capable de... Mais qu'il ait voulu le faire, j'ai aucun doute là-dessus. C'est quelqu'un de bonne volonté. Le truc, c'est que culturellement, il n'est pas fait pour ça. Quand je suis arrivé dans mon service, je vous donne un exemple, il y avait plein de brancards, comme dans beaucoup de services d'urgence malheureusement, dans les couloirs. Et comme le couloir était trop petit, mon prédécesseur mettait les brancards dans le couloir de l'hôpital où passait tout le monde. Enfin, c'était effrayant. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'un matin, avec mon adjoint, un dimanche, on est venu, comme ça il n'y avait personne, on a fermé nous-mêmes le couloir, on l'a fermé et on s'est approprié. On a marqué service d'urgence, on a mis, je me souviens, des pots de fleurs pour empêcher que les gens passent, les gens ne pouvaient plus passer et c'était mon service. Je l'ai fait sans demander. 6 mois plus tard, l'administration acceptait cet état de fait, nous avions annexé un couloir et c'est devenu une unité supplémentaire du service. Vous êtes obligé de temps en temps de faire ça, d'avoir du tempérament, sinon ça ne marche pas. Il faut beaucoup de tempérament. Non, d'accord, c'est intéressant. J'en parle quand même parce que pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement important. Ce qu'on appelle les fameuses ordonnances de 58, c'est le fait que notre système de santé est fondé sur des super-héros qui sont des professeurs de médecine et qui doivent remplir toutes les fonctions. Toutes les fonctions. Je le répète, ils doivent maintenant faire le leadership de l'hôpital. Ils doivent faire l'enseignement. Ils doivent faire la recherche. Ils doivent former les internes. Et en plus, c'est les experts médicaux, cliniciens, les meilleurs cliniciens du service. Comment c'est possible que des hommes, aussi super qu'ils soient capables de remplir toutes ces fonctions et de remplir les fonctions bien? Je crois que dans beaucoup de pays, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des médecins-chercheurs, il y a des médecins administratifs, il y a des médecins cliniciens. Pourquoi on a besoin de centraliser les choses autour de personnalités qui sont certes structurantes, mais qui visiblement sont débordées? D'ailleurs, il y avait une enquête qui avait été faite, on leur avait posé la question, et ils avaient dit que clairement, ils n'étaient pas capables de remplir toutes ces fonctions. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur ce sujet-là? D'abord, oui, c'est un mythe. En fait, il faut comprendre que les professeurs de médecine, les PUPH de notre jargon, dont je fais partie, sont des gens qui, en théorie, doivent tout faire. Mais en fait, ils font des choix de carrière. Il y en a qui font que de la recherche, qui ne voient plus de patients. Il y en a qui ne font que voir des patients, qui n'ont pas le temps de faire de la recherche, etc. Probablement faut-il réfléchir à une redistribution des rôles entre les centres hospitalo-universitaires. Probablement faut-il des centres hospitalo-universitaires qui soient plus spécialisés que les autres dans la recherche. Un des problèmes de la recherche française, c'est qu'elle est très fragmentée. Et quand vous regardez les inclusions dans les essais cliniques, vous connaissez ça parfaitement, en France, on inclut lentement et difficilement par rapport à nos voisins. C'est lié, semble-t-il, d'après ce que j'ai pu lire, au fait que nos centres d'inclusion sont plus petits qu'ailleurs. Et donc, c'est un des exemples d'ailleurs de la disparition des essais cliniques sur 20 ans en France versus l'Asie. Donc, je pense qu'il faut redistribuer les rôles, probablement des centres hospitaliers universitaires, où on fera plus de formation et de soins, et d'autres un peu sur le modèle des IHU. En fait, c'était ça l'idée des IHU, c'était de dire on va faire des endroits où on va faire vraiment beaucoup de recherche. Peut-être faut-il des super CHU. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas un moment qu'en France, on se rende compte qu'on est un pays d'une taille intermédiaire et qu'on limite
peut-être par exemple ces grands IHU à quelques centres et qu'on oblige quelque part certaines petites chapelles à se joindre à d'autres plus grandes chapelles, ou au contraire, il y a aussi des chercheurs qui disent qu'on ne sait jamais d'où vient l'innovation, qu'il faut laisser la recherche se faire un petit peu toute seule. Donc voilà, c'est un peu la question, c'est à quel point on laisse les choses se faire et à quel point on décide de recentraliser tout. Je pense qu'il faut distinguer les structures de la liberté donnée aux chercheurs. Qu'il y ait un éclatement trop important de la recherche, je partage votre avis. Je pense que ce qui marche, ce sont les regroupements. J'étais récemment à Toulouse, à l'Oncopole. On voit qu'il y a un regroupement d'unités qui sont des unités françaises, mais aussi avec des chercheurs étrangers. Et il y a une masse de manœuvres extrêmement fortes et efficaces sur la recherche contre le cancer. Donc je crois aux grosses machines en matière de recherche, vraiment. En revanche, sur les chercheurs, je trouve que là, pour le coup, on leur donne de moins en moins de liberté. Je suis frappé, il y a eu un plan... ouais, mais je suis d'accord avec ça. Il y a eu par exemple ce plan recherche qui a été présenté par le président Macron en juin, avec 3 thématiques. Et il a fait, comme ses prédécesseurs, le coup des appels à projets. Et de plus en plus, je pense que les appels à projets stérilisent en fait la recherche, parce que vous savez très bien que quand vous cherchez là, eh bien parfois un jour, vous allez trouver là. Il faut plus de liberté aux chercheurs, probablement moins d'appels à projets, qui est des priorités, oui, mais l'appel à projet mange la quasi-totalité des financements de la recherche. Il faut donner de la liberté aux chercheurs. C'est par hasard qu'on a découvert la pénicilline, c'est par hasard qu'on a découvert le massage cardiaque externe, c'est par hasard qu'on a découvert plein de choses. Il faut laisser cette liberté, et les Américains font ça très bien, et la grande différence, c'est que c'est un pays riche. Donc en fait, on revient au sujet principal, c'est que désormais la France est un pays pauvre. Donc plus vous appauvrissez, moins la somme disponible à donner aux chercheurs est possible. Je viens d'un village en Corse, dans la montagne, et j'ai un jeune homme de 28 ans qui est venu me voir, qui est polytechnicien, qui part je crois, à San Diego cette année. Je lui ai dit, mais pourquoi pars-tu à San Diego? Lui, son truc, c'est l'analyse géologique. Et il travaille sur, par satellite, l'analyse des sols pour... les Américains cherchent actuellement à repérer tous les puits de pétrole qu'ils ont creusés depuis 150 ans pour y stocker du carbone, du CO2. Et donc, ils n'ont pas l'outil. Et on lui a dit, tu viens aux États-Unis, je crois qu'il a un grant de $300,000. La seule condition qu'on lui met, c'est si jamais ça fonctionne, le pilote, eh bien, il faut qu'il dépose les brevets et il faut qu'il dépose son entreprise aux États-Unis. Peut-être que dans 20 ans, la France achètera à grand prix un brevet qui aura été développé par un polytechnicien payé avec vos impôts. Donc on voit bien que c'est parce que nous ne sommes plus riches qu'on peut plus payer cette liberté. Pierre Dac disait « tout est dans tout et réciproquement », mais réellement. C'est-à-dire que notre appauvrissement général fait que on va se mettre à chercher sur des domaines de plus en plus limités, et on va abandonner une recherche qui produit de l'intelligence. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup? On le fait à l'échelle de l'Europe, parce que en tant que France, on aura du mal quand même. Non, je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, il faut rendre le pays prospère. Le pays peut redevenir prospère. Je vous ai parlé de la réforme des retraites, qui est une condition absolue. J'aurais pu vous parler de la réforme de ce qu'on appelle les impôts de production. 109 milliards d'euros que payent les entreprises françaises, en plus des entreprises allemandes, avant même d'avoir fait le premier euro de bénéfice. Donc ces 2 éléments-là vont redonner les réformes du punch à l'économie française. La France peut redevenir un grand pays, simplement il faut qu'on regarde ce qui se passe à l'extérieur. Moi j'ai été député européen et j'ai été frappé d'un truc, c'est quand on arrive au Parlement européen, les Français découvrent que le soleil ne tourne plus autour de la Terre, autour de la France depuis longtemps. On croyait que nous étions au centre du monde, et en fait ce n'est pas vrai. C'est ainsi, ça ne fonctionne plus comme ça. Il faut regarder ce qui se passe à l'étranger qui fonctionne. Redonner de la prospérité au pays, c'est aussi redonner de la possibilité aux chercheurs de chercher et puis de trouver. Regardez, imaginons que la santé doit être de nouveau vécue comme une source potentielle de croissance et de prospérité. Vous avez vu l'effet du simple Pfizer-BioNTech sur le PIB allemand. Cette simple entreprise a augmenté le PIB allemand de 0,5%. Bon, ils ont fait des paris sur la recherche. Et ces paris,
eh bien, parfois ça crée de la croissance. La santé n'est pas qu'un élément d'appauvrissement et de coût, pardon. C'est un élément de croissance. Oui, mais dans ce cas-là, il faut lui trouver des sources de financement qui soient pérennes. Or, aujourd'hui, on est déjà, ça c'est vrai, vous avez donné de l'OCDE, on est le système de santé qui est quasiment le plus cher au monde, juste après les États-Unis et la Suisse. Contrairement à ce qu'on croit, les Français ont la notion qu'on a un système de santé très bon marché. C'est pas du tout le cas. Et en plus, il ne se fait pas pour lancer des startups ou pour lancer des biotech. Il se fait pour faire de la dépense sociale essentiellement ou dans des pertes. Voilà. Et en plus, on entend les acteurs de la santé et les médecins qui disent on a pu assez. Donc on a du mal, quand on est dans la peau d'un citoyen, quand je me mets dans cette perspective-là, à comprendre où passe l'argent qui est injecté dans le système de santé français. Parce que l'argent ne va pas aux soins. Vous avez raison de dire qu'on paye très cher. Le système de santé coûte très cher, mais on n'en a pas pour notre argent. La charge administrative est extrêmement importante. Vous regardez le nombre d'équivalents temps plein à l'hôpital public, médecin versus équivalent temps plein administratif, il est quasiment de 1 pour 1. On a une charge administrative qui est considérable. On a une culture administrative de contrôle et sur-contrôle. Durant le Covid, j'ai 1000 exemples à raconter de trains sanitaires qui ne partaient pas parce qu'il y avait un sous-chef d'une ARS quelconque qui disait non, c'est pas possible. Bref, on a des systèmes de blocage qui nous coûtent beaucoup d'argent. L'argent ne va pas aux soins, l'argent ne va pas à la recherche. L'argent va nourrir une hydre administrative et complexifiante. Eh bien, c'est tout ça qu'il faut faire éclater et remettre les ressources là où c'est nécessaire et là c'est productif. Et ça va là pour tous les services publics. Moi, par exemple, je pense que la question des services publics doit être un sujet clé de la campagne des présidentielles. Mon parti, enfin ma famille politique, traditionnellement, ne s'intéresse pas. Le service public, ce n'est pas sa thématique principale. Je pense que nous devons tirer le son de nos erreurs. Je veux faire des services publics un vrai sujet. Mais rendre des services publics modernes, avec plus de fonctionnaires au contact de l'individu et pas en back-office. Des outils de modernisation. C'est ça qui va vous permettre d'avoir un système de santé, mais un système éducatif, des trains, etc., qui fonctionneront mieux parce que les gens auront l'impression d'en avoir plus pour leur argent. Et est-ce qu'il faut aussi couper dans les effectifs, comme avait dit Nicolas Sarkozy, en ne remplaçant pas, par exemple, une personne sur deux qui part à la retraite? Est-ce qu'il faut dégraisser un peu les services publics ou est-ce qu'il faut simplement les rendre? Parce qu'on sait que c'est des contrats qui sont des contrats, comme vous le disiez tout à l'heure, du secteur public. Donc si vous ne dégraissez pas, vous embauchez pas moins, on a du mal à savoir comment ça pourra coûter moins cher et comment du coup l'argent pourra être mis, par exemple, sur la santé, dans le médicament, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, ils ont plein de biotech, mais ils payent 2 fois plus pour leur industrie, pour leur pharmaceutique, pour leur pharma, que ce qu'on paye en France. En France, les économies de la santé ont été faites essentiellement sur l'innovation. Donc, ce n'est pas très étonnant que les startups soient en Allemagne, parce qu'il y a des Français qui partent aux États-Unis, mais il y en a aussi beaucoup qui partent en Allemagne, et j'en connais. Alors, faut-il baisser le nombre de fonctionnaires? Non, je ne crois pas. La priorité aujourd'hui, compte tenu de l'état de déliquescence du service public en général, c'est de mettre plus de monde au contact avec le client, que ça soit l'utilisateur du service public à la mairie, l'élève à l'école, le malade à l'hôpital public. On n'a pas suffisamment de gens en front. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les gens dans les bureaux et vous allez les mettre au contact de... C'est-à-dire que les administratifs de l'hôpital, vous allez leur faire remplir des choses dans les services ou leur faire prendre les mesures? Concrètement, sur 3, 4, 5 ans, vous savez que d'abord, vous n'avez pas que des fonctionnaires titulaires de la fonction publique, vous avez beaucoup de contractuels, beaucoup. Eh bien, ces contrats-là, eh bien, peu à peu, vous les annulez et vous repassez de back-office. Ça peut être d'ailleurs des gens des agences, ça peut être de l'administration, ça peut être du soignant qui est en back-office. Et vous, une fois que leur contrat se termine, vous ne le renouvelez pas et vous le renouvelez par un contrat de quelqu'un qui est face à celui qui a besoin de vous voir. Mais c'est vrai aussi dans les services publics locaux de proximité, dans la ruralité. Le fait qu'il n'y ait plus de postes, le fait qu'il n'y ait plus de gendarmerie, tout ça c'est un sujet d'isolement social et qui crée... les gilets jaunes, une des explications, c'est l'isolement, les gens sont devenus seuls, ils n'ont plus d'interlocuteurs dans les services publics locaux. Mais tout ça, il faut remettre du monde devant. Puis il faut utiliser des outils qu'on n'a pas. Mais comment vous allez vous donner de la marge de manœuvre financière? Sur les postes, vous n'avez pas besoin, vous redistribuez. On peut imaginer que sur les 5 millions et quelques de fonctionnaires, on peut arriver à redistribuer facilement 300 000 postes en front office. Très facilement. Deuxièmement, il faut effectivement un plan d'investissement pour les services publics, des infrastructures. On a des infrastructures très vieillissantes.
À l'hôpital, mais pas seulement. Quand le pont s'est écroulé à Gênes, il y a eu un audit sur les ponts en France. 10% des ponts français sont menacés de tomber. Donc on a un vrai vieillissement des infrastructures. Donc là, il faut de l'argent. Et l'argent, vous le prenez où? Et vous le prenez sur cet enrichissement du pays qu'il faut faire à travers la réforme des retraites et les impôts de production. Troisièmement, vous donnez de l'autonomie aux personnes publiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous créez de l'efficacité ainsi. Et quatrièmement, vous publiez des données que vous rendez publiques. Je vais vous donner un exemple. Si vous vous fracturez le col du fémur, c'est la hanche, c'est une fracture très fréquente chez les gens âgés pour des raisons physiopathologiques, on sait que vous avez un risque de surmortalité si vous n'êtes pas opéré dans les 48 heures. Vous êtes opéré 5 jours plus tard, vous avez plus de risque de mourir que si vous êtes opéré 24 heures plus tard. Eh bien, demandons simplement à toutes les cliniques privées et tous les établissements publics de publier le délai au bout duquel ils opèrent les fractures du col qui arrivent chez eux. Vous ne faites que publier, il n'y a pas de sanction, rien du tout, vous publiez. Ben vous allez voir ce qui va se passer. C'est que non seulement vous et moi qui sommes médecins, nous ne serons plus les seuls à savoir ou pas aller nous faire opérer, ce qui est quand même un élément démocratique intéressant. Et deuxièmement, ceux qui mettent très longtemps à opérer vont se mettre à opérer plus rapidement parce que c'est toujours désagréable d'être mal classé. Et vous multipliez ce genre de démarche d'utilisation des données au service de la transparence des données au service de la qualité. Et vous le faites sur l'école. Demain, publiez les données de chaque école élémentaire, combien d'élèves quittent le CM2 en arrivant en 6e ne sachant pas lire, écrire, etc. C'est 10 à 15% des enfants. Vous publiez les données. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va se dire, bon, il faut que je m'améliore parce que je suis moins bon que le voisin. Alors on me dit, ah oui, mais ça va montrer du doigt à telle école. Ça, c'est honteux comme argument. C'est honteux. Parce que tous les parents d'élèves cherchent à savoir quelle est la bonne école. Tous. Et évidemment, comme par hasard, ceux qui savent, c'est les gens qui sont bien placés, qui ont des connaissances. Et donc, là aussi, c'est un élément démocratique, le fait que tout le monde ait accès à la même information. Alors vous allez me dire, mais ces cas-là, les écoles qui sont mal cotées, personne n'ira. Non, les écoles qui sont mal cotées vont se mettre à se dire, tiens, je suis moins bon que le voisin, pourquoi je vais m'améliorer? Et tout ça va conduire à une fonction publique qui va devenir plus efficace. Et vous croyez que vous arriverez à emmener... Le corollaire, c'est l'autonomie. Il faut évidemment donner aux individus qui gèrent les écoles, les hôpitaux, etc., de l'autonomie pour qu'ils s'améliorent. Si vous les laissez dans le même carcan, ils ne peuvent pas s'améliorer. Et vous pensez que vous arriverez à emmener tout le corps enseignant sur une logique comme ça, beaucoup plus autonome et beaucoup moins... Alors, en Grande-Bretagne, M. Cameron, à qui on doit le succès immense du Brexit, a quand même fait un truc de bien dans sa vie, c'est qu'il avait théorisé ce qu'il appelait la Big Society il y a 10 ans. C'était une société où justement il fait confiance aux individus, aux fonctionnaires, aux chefs d'entreprise, etc. Et il avait dit, il y a un problème de niveau scolaire, comme chez nous, et donc je vais donner la possibilité aux enseignants qu'ils souhaitent, mais aussi aux parents d'élèves, d'ouvrir leur propre école publique. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes un collectif de parents d'élèves, vous n'êtes pas content de ce qui se passe, vous ouvrez une école avec 50 élèves, et l'État vous finance votre école comme si c'était l'école publique. Il vous dit, un enfant, je ne sais pas, ça coûte 10 000 € par an, je vous donne 50 fois 10 000 €, et vous faites votre école. Votre obligation, c'est quoi? C'est de suivre les programmes. Et quelques principes en France, ça sera évidemment la laïcité. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. En revanche, vous avez une totale autonomie pédagogique. Totale autonomie pédagogique. Conséquence, c'est intéressant de voir 10 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Il y a environ 600 établissements qui ont été créés, essentiellement à 85%, je crois, dans des quartiers socialement défavorisés, comme par hasard. Ouais, c'est là où on a besoin d'une action publique un peu volontariste, pas là où ça se passe bien, parce que quand ça se passe bien, ça se passe bien. Et troisièmement, le niveau à monter dans ces écoles, mais aussi le niveau à monter dans les autres écoles publiques qui ont gardé l'ancien statut. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que je vous ai dites. Parce qu'on publie évidemment les résultats, on se dit, zut, quand même, le voisin, ils ont une nouvelle méthode pédagogique, je vais regarder ce qui se passe. Bref, quand vous donnez de la liberté aux gens, intelligents, que vous l'encadrez avec de l'équité de traitement sur le territoire, là où il y a peu de moyens, vous en donnez plus, etc. Mais ça, c'est le rôle de l'État. Ça s'appelle le rôle régulateur de l'État. Il faut toujours qu'il soit là. Eh bien, vous avez une augmentation générale du niveau. Et on pourrait le multiplier à l'envi. Faites publier aux tribunaux, par exemple, leur délai de remise d'un jugement de divorce. Vous allez voir, il y a des différences énormes dans les tribunaux. Ouais, c'est très long. Et c'est très différent d'un tribunal à l'autre. La conséquence, c'est quoi? C'est que si vous publiez ça sans aucune sanction, vous avez les présidents de tribunaux qui sont des gens intelligents et clairvoyants vont se dire, là où ça se passe mal, je veux que ça aille un peu mieux. Donc ils vont améliorer leur process. Bref, ils vont se sentir concernés. Parce qu'aujourd'hui,
le sujet, c'est que la machine est tellement lourde dans la fonction publique que se sentir concerné, il faut vraiment le vouloir. Parce que quand vous voulez améliorer on imagine quand même que dans le système, si c'est pas le public qui détermine, qui classe les tribunaux, on imagine qu'il y a quelqu'un quand même au ministère qui les classe et qui dit aux gens qui sont les moins bien classés, il va falloir vous mettre au boulot. Ou alors ça n'existe pas? Ah non, moi, d'abord, je ne sais pas si ça existe, à mon avis, non. En plus, je pense que le truc est très différent. Il faut choisir 1 ou 2 indicateurs très simples, ça c'est très automatisé, évidemment, il ne faut pas en plus que ça ait du temps pour... vous connaissez ça mieux que moi, et on les rend publics, point. Personne ne centralise le truc, on le rend public, c'est une obligation, vous devez le rendre public. Et après, c'est rendu public et vous avez un jugement de divorce à demander, vous allez aller plutôt dans l'autre tribunal parce que quand même là, ça ne se passe pas bien. De toute façon, je veux dire, si on ne le fait pas, c'est quoi les conséquences? 1, la fonction publique va continuer à s'écrouler. 2, elle va devenir profondément inégalitaire. Parce que vous, qui faites partie des classes aisées, éduquées, vous allez toujours sortir votre enfant de l'école où personne ne veut aller. Et l'école où personne ne veut aller, continueront à y aller les gens qui n'ont pas la connaissance des choses, etc. etc. Une profonde inégalité sociale. Et enfin, si on n'organise pas ça, eh bien, il y a un jour, il y aura un TripAdvisor des écoles, un TripAdvisor des tribunaux, un TripAdvisor des médecins, et in fine, ça se fera par d'autres régulations que celles que je vous propose. Tout à fait. Et puis c'est vrai que pendant la crise, on a vu que ça fonctionnait. C'est-à-dire que la sphère civile se prend de ces indicateurs, elle les commente, les médias les utilisent, et c'est quelque chose effectivement qui se passe très bien. Oui, tout à fait. Tracker, est-ce que c'est l'État qui l'a organisé ou est-ce que c'est un individu? Non, absolument. Non, je suis entièrement d'accord. J'avais peut-être une dernière question. Je reviens sur la santé un petit peu. La PHP. Il y a quand même eu un sujet à PHP pendant cette crise. On a vu quasiment que des gens de la PHP et on a l'impression que le système de santé est ultra centralisé comme beaucoup de choses en France et que finalement c'est difficile d'avoir une part de voix qu'on n'en vient pas de cette institution. On a l'impression que le directeur de la PHP a eu un rôle extrêmement important. On a l'impression que certains médecins, pour exister face à la PHP, ont eu besoin de faire le buzz absolument. Est-ce que finalement, il n'y a pas, dans le système de santé français, quelque chose qui est aussi présent en politique et dans plein d'autres domaines, c'est une ultra-centralisation. On a l'impression qu'il y a quasiment quelque chose de congénital entre la PHP et la décision de santé en France. Quelle est la réalité de ce lien-là? Et est-ce que finalement, ça va dans votre sens d'avoir une énorme institution de santé pour toute l'Île-de-France, qui est quand même la région la plus dynamique du pays? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut continuer ou est-ce qu'il faut donner du dynamisme, faire des petites choses indépendantes qui sont en compétition les unes avec les autres sur le modèle de ce que vous venez de nous décrire? Non, moi je pense que la PHP s'en est plutôt bien débrouillée parce que d'abord elle a une masse de manœuvres, c'est-à-dire que quand vous devez rapatrier des patients des Antilles, c'est bien d'avoir une masse de lits de réanimation qui vous permettent de jongler. La PHP, elle dessert 13 millions d'habitants d'une métropole très dense. Donc on a quand même un cas très particulier en métropole parisienne. Il est normal qu'on ait un système à l'échelle de la PHP. Mais je pense que la PHP n'est plus le monstre très homogène que pointé en pointillé que vous suggérez. Il y a maintenant, depuis plusieurs années, la PHP se scinde. Alors on appelait ça des groupes hospitaliers, des GHU, peu importe le nom qu'on donne. La PHP, de facto, se morcelle en unités qui prennent leur autonomie. Donc il y a plus immense à faire de la PHP. Maintenant, il y a une APHP qui est en réalité divisée en entités qui prennent peu à peu leur autonomie. Je pense qu'on est dans le sens de l'histoire avec ça. Moi, quand je demande de l'autonomie aux échelons très décentralisés, à l'hôpital comme ailleurs, je suis un maire, je vous rappelle, donc je crois au pouvoir des maires plus qu'à l'État central. C'est pareil, quand vous créez des GHU, plusieurs GHU dans une APHP qui était très grande, ça revient en fait à ça. Faut-il aller plus loin? Il faut d'abord tirer les leçons de ce qui a été fait, parce qu'en France, on fait souvent des réformes, puis on a à peine digéré la première qu'on en fait une autre. Donc, voyons ce que va donner cette réforme. S'il faut aller plus loin, faudra aller plus loin.
Maintenant, pourquoi on a vu les médecins, beaucoup de la PHP, j'imagine ce que vous vouliez dire, c'est sur les plateaux télévisés. Il y a une question de proximité. Hein. Ils sont à Paris. On sait que les conseillers du président de la République viennent de la PHP. On sait que tous les grands conseillers santé au ministère sont souvent des gens de la PHP. Donc on sait quand même, effectivement. Alors peut-être parce que c'est au même endroit, c'est la même raison. C'est là aussi où on forme la majorité des médecins en France. Hein. Enfin, c'est le plus gros CHU de France. Donc par définition, c'est là où on forme beaucoup d'Europe, peut-être. En tout cas, donc tout ça est assez logique. Je pense que c'est des affaires de mesure. La question, c'est l'agilité. Est-ce que le système est agile? J'ai vu avec les rapatriements aux Antilles, oui, ça a été assez agile. Regardez les trauma centers dont on parlait tout à l'heure. La PHP s'est saisie des questions des trauma centers et a décidé elle-même de... Avant, moi, quand j'étais jeune médecin, jeune réanimateur, quel que soit l'AREA où on travaillait, on faisait du polytraumatisé. Aujourd'hui, c'est dans quelques centres. Donc, au fond, ce que je dénonce, moi, c'est pas le gigantisme, c'est l'inagilité que provoque le gigantisme. Vous voyez, et tant qu'un géant est agile, moi, ça me va. J'ai une autre question qui revient, qui me fait penser à tout ce que vous avez dit sur le fait, c'est très intéressant de publier des chiffres pour les écoles. Ouais. Est-ce que vous iriez jusqu'à publier, par exemple, ce qu'on appelle des statistiques ethniques? On sait qu'il y a une énorme tension dans la société française sur des idées qui sont parfois des fantasmes, sur certaines communautés qui pourraient être responsables de plus de délinquance, de plus de réussite à l'école, plus de violence envers les femmes. Est-ce que ça, il faut qu'on reste un des seuls pays au monde où c'est un non-dit et en fait personne n'en sait rien, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de parler puisqu'il n'y a pas de chiffres, ou est-ce qu'il faut aller dans votre logique à publier les chiffres pour que quand on parle des choses, on sache de quoi on parle et que les Français soient au courant d'exactement ce qu'il en est sur ces sujets-là? Je ne sais pas répondre à votre question. J'observe que ça se fait dans d'autres pays depuis très longtemps. D'ailleurs, quand vous faites un essai clinique américain, vous cochez des cases qui n'existent pas en France sur l'origine ethnique des gens. C'est publié dans toutes les études. Ouais, et c'est publié dans toutes les études, vous avez raison. En France, on ne le fait pas. Je ne sais pas quelle est En fait, le problème, c'est la balance entre le bénéfice et le risque. C'est le risque de pointer du doigt ce qui est déjà fait aujourd'hui. Oui, mais là, vous auriez plus de billes. Mais c'est le bénéfice de savoir de quoi on parle. Et c'est vrai qu'en matière de politique publique, avoir des mesures aveugles parce qu'on ne sait pas de quoi on parle est un sujet. Donc, je ne sais pas répondre à votre question. En tout cas, je ne me risquerai pas à vous dire non jamais, parce qu'il y aurait un bénéfice à le faire quand même. Mais je ne sais pas si l'inconvénient de la mesure supplanterait le bénéfice. Il faudrait que j'étudie les questions, je ne sais pas répondre. D'accord. Parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a une espèce de traumatisme en Europe, d'ailleurs c'est pas qu'en France, qui fait qu'on ne va pas dans cette direction. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, est-ce que c'est une espèce de maturation de la société est-ce qu'on n'en est pas encore là? Est-ce qu'on y arrivera bientôt? D'une certaine manière, on a remplacé on n'a pas de statistiques ethniques en France, mais on a des statistiques socio-professionnelles. C'est-à-dire qu'on... Oui. Et donc du coup, on en tire... C'est très différent. Oui, c'est très différent. C'est très différent. On en tire des leçons. Est-ce que c'est pas ça finalement le plus important? Est-ce que plus que votre couleur de peau, est-ce que ce n'est pas... La difficulté n'est pas plutôt sur votre statut social, le fait que vous habitiez vous soyez élevé par exemple dans une famille qui a ou pas des moyens. Si vous jugez qu'il n'y a pas de fait communautaire dans la société française, oui, mais si on estime qu'aujourd'hui on s'est un peu américanisé dans le sens où oui, il y a des communautés homogènes sur des caractéristiques ethniques et que donc oui, ça reste une donnée intéressante sur un plan statistique, c'est quelque chose qui peut rester intéressant. Mais il y a un fait communautaire, il y a même évidemment des mouvements de séparatisme, on voit bien qu'ils mettent la République en partition et en danger, ça je n'ai aucun doute là-dessus. La question c'est quel serait le bénéfice réel de faire ce type de statistiques, avec évidemment toutes les dérives que l'on peut imaginer et qu'on a vues dans notre histoire. Elle est là la difficulté, c'est-à-dire que nous, la France, nous n'avons pas la même histoire que les États-Unis. Dans notre pays, on a déporté des gens au motif de leur religion et de leur race. Ça n'a jamais été le cas aux États-Unis. Donc attention, la connaissance de l'histoire nous permet peut-être d'être prudents dans la décision politique. Bien entendu. Un autre sujet aussi, le réchauffement climatique. Va arriver, on parle avec les scientifiques, ils disent minimum 1 ou 2 degrés très prochainement, ça va entraîner des changements considérables. Et j'ai entendu dire que par exemple, on travaillait déjà dans les laboratoires de façon assez secrète sur des OGM qui pourraient être cultivés dans les prochaines années quand il ferait plus chaud. Est-ce que finalement, il ne faut pas traiter le sujet du réchauffement climatique
et tous les sujets écologiques sur quelque chose, sur des aspects beaucoup plus scientifiques, plutôt que sur des aspects moraux, comme ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que finalement, c'est pas quelque part une hérésie de ne pas se préparer à l'avenir et de mettre des moratoires sur des choses comme les OGM sans aucun fondement scientifique, alors qu'on va en avoir besoin dans l'avenir? Est-ce qu'on n'est pas encore une fois là, en train de plomber l'avenir des jeunes générations avec des idées qui sont quelque part des idées qui sont passées? Les OGM sont utilisés partout dans le monde. On a des très bonnes équipes en France qui travaillent là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas acter le réchauffement climatique et avoir un regard beaucoup plus réaliste sur ce qu'il faut faire? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, les OGM sont interdites à l'utilisation en France, mais comme vous le savez, nous importons des produits agricoles qui sont des OGM. Donc il y a une très grande hypocrisie sur cette affaire. Deuxièmement, j'ai été frappé quand j'ai analysé les propositions de la conférence citoyenne sur le climat d'un point. C'est qu'en fait que toutes les propositions étaient à progrès constant, ou plus exactement à connaissance scientifique actuelle. Et le mot progrès n'existait pas. C'est-à-dire que l'idée de lutter contre le réchauffement climatique, quand vous dites il est acté, c'est un peu ambigu votre phrase. C'est pas parce qu'il est à court terme. Oui, il est acté, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas développer des mesures qui permettent de le limiter, voire même, nous sommes d'accord là-dessus. Mais dans la conférence citoyenne sur le climat, nulle part on voit des mesures qui reposent sur des projets et des projets de recherche. Or, si on veut s'en sortir, il faut croire au progrès et il faut croire à la science, parce que c'est pas possible sinon. Donc moi je crois que sur le réchauffement climatique, la priorité c'est quoi? C'est l'effet de serre. Pour lutter contre l'effet de serre, il faut évidemment des énergies qui soient adaptées. C'est une hérésie de dire non au nucléaire aujourd'hui, parce que c'est la seule énergie qui massivement nous permet, avec le renouvelable, de nous en sortir. Donc il faut à la fois le nucléaire, le sécuriser, travailler dessus, faire en sorte qu'on travaille sur l'utilisation des déchets nucléaires. Alors tout ça a été arrêté, enfin c'est une honte, et travailler sur le renouvelable. Il ne faut pas opposer les deux. J'étais à Biarritz récemment, il y a de l'éolien offshore qui est en train d'être posé. On est très en retard en France, donc du renouvelable et du nucléaire, et beaucoup de progrès scientifique. C'est la condition absolue pour limiter le réchauffement climatique. Et moi, il faut qu'on m'explique pourquoi on ferme les centrales nucléaires. Enfin, tout ça est dingue. Et parallèlement, sur l'adaptation de la société, c'est évidemment le progrès. Mais c'est l'adaptation de la société sur les bâtiments. Comment on fait pour que les bâtiments de demain soient moins énergivores et soient plus protégés, etc. Et c'est le progrès, probablement sur l'alimentation. Je ne sais pas si c'est l'OGM. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on doit prendre en compte les effets du réchauffement sur notre modèle agricole. Les vendanges seront probablement différentes. Alors, je vais participer à des vendanges avant-hier dans le cadre de ma campagne, donc je connais parfaitement cette affaire. Non mais Philippe Juvin, et vous aurez par exemple des vendanges plus tardives ou plus précoces, pardon. Est-ce que le réchauffement climatique finalement c'est le sujet de la France? J'entendais ce matin que Joe Biden avait appelé la Chine pour leur dire du coup comment on va s'organiser, nous les deux grands leaders du monde et les deux grands pollueurs, pour faire face au réchauffement climatique. Est-ce que finalement la France doit adopter de façon très française, dire je vais l'idée, la lutte contre le réchauffement climatique, ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, ou est-ce qu'elle ne doit pas avoir un regard beaucoup plus stratégique en se disant de toute façon c'est pas nous qui allons décider parce qu'on n'est ni les plus gros pollueurs ni ceux qui allons prendre les décisions, on va simplement essayer de faire des choix technologiques qui vont être stratégiques dans le monde que vont faire les superpuissances de demain? C'est un peu de tout, mais d'abord c'est se considérer comme étant une puissance si on a un véhicule de puissance. Le véhicule de puissance c'est l'Union européenne. À 450 millions ou à 500 millions d'habitants, on pèse. On pèse en théorie autant que les États-Unis d'Amérique. Donc il faut que nous ayons une politique européenne de lutte contre le réchauffement climatique. Malheureusement, celle-ci, on ne l'a pas aujourd'hui, ou plus exactement celle qu'on s'apprête à mettre en œuvre, va plutôt à l'encontre de nos intérêts. Puisque vous savez probablement que la Commission européenne est en train de ne pas inscrire le nucléaire comme un des outils de lutte contre le réchauffement climatique. C'est absolument dingue, mais la France, qui pesait en Europe, ne pèse plus à tel point... Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, dans ces cas-là, d'abord, on fait en sorte de peser en Europe. J'ai été parlementaire européen. J'ai vu l'Europe
devenir en réalité allemande. Comment? D'abord, au Parlement européen, vous envoyez des députés européens qui parlent français et qui s'inscrivent dans la durée de 2 ou 3 mandats. Un mandat moyen d'un député européen français, c'est 1,5 mandat. Un mandat moyen d'un député européen allemand, c'est 3,5 mandats. Quand vous restez 3,5 mandats au Parlement européen, vous pesez dans la machine. Et donc, vous pesez dans la décision européenne, ce que ne font pas suffisamment les Français. À la Commission européenne et au Conseil, vous envoyez nos meilleurs fonctionnaires qui aujourd'hui n'ont pas intérêt à faire carrière dans les institutions pour des raisons techniques, leur carrière n'en profite pas, etc. Et bien nous, on envoie les meilleurs en favorisant leur carrière. Ils ne disparaissent pas des échos-radars de leurs supérieurs hiérarchiques à Paris et on les favorise. Bref, il y a une stratégie d'influence dans l'Union qu'il faut avoir, que nous n'avons pas et qui a été absolument niée. On pensait que naturellement, l'Europe, la Commission était française, il y a très longtemps que ce n'est plus le cas. Je crois qu'il y a 15 chefs de cabinet de tous les 27 commissaires européens qui est français. Il doit y avoir 4 chefs de cabinet allemands sur les 27. Et est-ce que le fait que les Français n'ont pas un engouement incroyable pour l'Europe ne joue pas dans cette difficulté les Français, ils ont l'engouement qu'on veut bien leur dire. Quand Nicolas Sarkozy était président du Conseil, je crois que c'était 2009, la dernière présidence française, il en a fait un outil extrêmement efficace et volontariste. Et dans les élections qui ont suivi, européennes 6 mois plus tard, il y a eu un engouement pour l'Union européenne, il y a eu une participation, etc. etc. Donc c'est un objet politique qu'il faut savoir traiter, qu'on ne sait pas traiter. Donc une influence française dans l'Union européenne. 2, un outil industriel performant, donc de l'innovation, de la recherche, du nucléaire, nouvelles formules. Par exemple, c'est dingue qu'on ne soit pas capable de construire une centrale nucléaire en 15 ans, c'est Flamanville, alors que dans les années 80, on en construisait 2 ou 3 par an. On avait un savoir-faire qu'on a perdu. On retrouve des savoir-faire industriels que nous avons perdus. C'est une politique industrielle. Et puis 3, on est vertueux, on continue à être vertueux sur de nouveaux circuits industriels qu'il faut créer. Par exemple, la rénovation énergétique des bâtiments. Et ça, ce sont des savoir-faire qu'on développe et qu'on exporte. C'est avec cela qu'on pèsera dans le monde du réchauffement climatique. Si on est absent, en fait, vous allez voir, il va y avoir des normes qui vont être créées, parce que le monde est géré par les normes, et parmi les normes, eh bien, il n'y aura pas la norme nucléaire. Et dans ces cas-là, que ferons-nous? Eh bien, nous fermerons peu à peu nos centrales. Le renouvelable aura du mal à arriver derrière, parce qu'il y a quand même beaucoup de chemin à faire. Et donc on achètera de l'électricité allemande qui vient du charbon, et tout ça aurait été absurde. J'ai lu le rapport de la Commission européenne publié le 28 juillet, dans la plus totale obscurité, parce que personne n'a voulu en faire une pub, sur ce qu'on appelle la part agricole du plan vert européen. Il y a un chapitre agricole. Eh bien, ce qui est décidé là conduit à la disparition de l'agriculture européenne, on va dire, avec moins 15% de production, beaucoup d'importations, etc., etc. Pourquoi? Parce que la France n'a pas pesé. On revient toujours à ça. La France devient une nation miniaturisée dans les instances internationales, y compris dans les instances européennes. Et si on ne renverse pas cela, eh bien, toutes nos politiques, réchauffement climatique, mais toutes les autres, peu à peu vont disparaître au profit d'un grand machin qui fera de nous un spectateur et plus un acteur de la politique. D'accord. Et vous pensez que les Français, dans ce cas-là, auront tendance à faire comme les Anglais, à vouloir en sortir, ou accepteront d'être à la botte de l'Allemagne? D'abord, je suis contre le Brexit et je suis contre le statu quo. Je pense qu'on a raté le Brexit, nous les Français. Quand le Brexit est arrivé, il fallait au contraire dire aux Anglais, on vous garde. Et pour vous garder, nous avons compris ce que vous reprochez à l'Union, et on va y remédier. Pourquoi? Parce que si vous organisez le même référendum qui s'est passé en Grande-Bretagne dans tous les pays de l'Union européenne, il est probable que dans la majorité des pays, la réponse sera la même que les Britanniques. Donc moi, ma crainte, c'est en fait la disparition de l'Union européenne. Elle peut disparaître. Comme les Anglais ne devaient jamais sortir, les Anglais sont sortis. Comme l'Union ne doit jamais disparaître, elle disparaîtra un jour si on ne se donne pas les moyens de ne pas la faire disparaître. Donc je pense qu'il faut... Est-ce que ce serait un immense gâchis de perdre cette Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui? Est-ce que ça ne pourrait pas laisser la place à quelque chose d'autre? Parce que l'Europe existera toujours, même sans l'Union européenne. Écoutez, l'Union européenne, c'est quoi? C'est plusieurs choses. C'est d'abord un marché unique. Ça signifie que quand vous avez une PME en France,
Au lieu d'avoir 67 millions de clients, vous avez 450 millions de clients. Est-ce une réalité, ça? Parce que c'est une réalité pour les biens, pour les produits, Oui. c'est-à-dire effectivement, vous pouvez exporter dans différents pays, mais c'est très difficile, et j'en suis conscient. Oui. Quand vous êtes une société française, c'est largement plus difficile d'aller en Italie ou en Allemagne qu'un Texan d'aller en Californie ou à New York. Mais vous avez raison, le marché, ce qu'on appelle le marché unique, n'est pas suffisamment... En tout cas, pour les acteurs économiques, c'est pas si transparent que ça. On n'a pas l'impression que ça nous donne une facilité considérable pour aller dans n'importe quel pays d'Europe. Il y a beaucoup de travaux qui ont démontré le coût de la non-Europe. Si vous cassez le marché unique, combien ça coûtera à toutes nos industries? On perd beaucoup en croissance. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de vendre partout. Il y a encore des frontières au marché unique. Ces frontières, elles sont souvent d'ordre national. C'est-à-dire que les États... à travers, c'est un peu technique, mais quand le Parlement européen et le Conseil votent ce qu'on appelle une loi européenne, une directive, eh bien, cette directive est là pour homogénéiser la norme et faire en sorte que vous puissiez vendre partout dans l'Union. Il se trouve qu'une directive, pour qu'elle entre en droit national, elle est transposée dans les droits nationaux, et c'est à ce moment-là qu'un certain nombre d'États y rajoutent des règles très spécifiques qui, en réalité, gâchent le bénéfice qui était tiré d'une homogénéisation des règles juridiques. C'est ce qu'on appelle la surtransposition. Et les Français, nous surtransposons en permanence. Et nous ne bénéficions pas suffisamment du marché unique à cause de règles que nous, les Français, continuons à mettre. Par exemple, vous savez qu'en France, nous étions le premier producteur de pommes, je prends cet exemple. Nous ne le sommes plus, à la fois parce qu'il y a un surcoût lié à la masse salariale, au salaire, etc., mais parce qu'il y a des réglementations. Vous n'avez plus le droit d'envoyer un jeune ouvrier agricole sur un escabeau. C'est la France qui a mis cette norme que l'Europe n'avait pas imposée. Nous surnormons en France. Il faut dénormer, en tout cas pas plus que nos voisins. Les Allemands, eux, ont très bien compris. Et c'est une des raisons pour laquelle ils bénéficient à plein de l'outil européen, c'est qu'ils ne surtransposent pas les directives européennes. Ils ne surnorment pas les normes européennes. Ils sont des bons élèves sérieux. Et aujourd'hui, avec les mêmes règles que nous, les Allemands bénéficient de l'Europe. La question que je pose, c'est pourquoi, avec les mêmes règles européennes, l'économie allemande bénéficie-t-elle de l'Europe? Ça montre bien que nous, les Français, nous n'utilisons pas au max l'Union européenne pour des tas de raisons liées en particulier à notre immensité administrative qui nourrit de normes spécifiques à la France, un marché unique européen qui a déjà ses propres normes. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi une volonté de l'administration française de continuer d'exister? Parce que c'est comme toute entreprise, elle veut montrer qu'elle apporte un certain service. C'est pour ça que, en fait, l'administration, la suradministration, en quoi est-elle délétère? Un des éléments de son caractère délétère, c'est qu'elle justifie sa présence. Quand vous nommez quelqu'un à un poste, eh bien, il va essayer de justifier sa présence. Donc, il va vous convoquer à une réunion à laquelle vous pourriez ne pas aller. Et donc, je suis frappé, moi, du nombre de réunions que les uns et les autres, dans nos hôpitaux, mais dans toute notre administration centrale, territoriale, nous souffrons de ces réunions, de création de normes par des gars qui se disent « j'existe, pour exister, je vais normer ». Je norme, donc j'existe. Non, mais on a l'impression que c'est une espèce de maladie, mais c'est-à-dire qu'il faut un remède, et j'ai du mal à voir comment... Diminuer l'administration, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Oui, mais comment vous la diminuez? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous faites de ces gens qui étaient... Vous arrêtez de créer des postes. Et vous n'avez pas peur que ça s'arrête de fonctionner parce que ça a toujours fonctionné comme ça? Non, c'est une question naïve. D'une suradministration, non. Je n'ai pas peur d'une suradministration. Prenez l'exemple, même si ce n'est pas tout à fait comparable, il faut faire très attention, entre l'hôpital public et les cliniques publiques privées à but lucratif, qui soignent des patients toutes les deux. Ce n'est pas tout à fait les mêmes patients, donc je me méfie, mais quand même, l'interprétation est intéressante. Dans le public, un administratif pour un médecin, un ETP administratif pour un ETP médecin, sans les internes. Dans le privé à but lucratif, 3 médecins, un administratif. Elles sont bien gérées. La preuve, c'est qu'elles font de profit. Mais c'est là que j'ai du mal à vous suivre, parce que tout à l'heure, vous disiez il faut prendre le fonctionnement du privé et l'adapter au public. Pourquoi vous ne voulez pas, dans ce cas-là, totalement switcher de modèle? Ah non, j'ai jamais dit... Sur le CHU de Valenciennes, vous avez dit on peut... C'est pas le fonctionnement du public, du privé, pardon. Non, attention, moi je crois qu'il ne faut pas... La fonction publique ne doit pas singer le privé. Un des sujets, c'est que depuis 10 ans... Elle doit s'autonomiser. Oui, absolument. S'autonomiser, c'est pas singer le privé. D'ailleurs, on le singe, ça signifie qu'on essaie de lui ressembler en le faisant mal et en prenant tous les défauts du privé. Notre suroccupation par toutes ces réunions à l'hôpital public, c'est quand on singe le privé. Parce qu'on fait des tas de réunions et on n'en tire aucune leçon. Donc moi, je ne crois pas à l'hôpital entreprise, pas du tout. Je crois simplement à un hôpital public autonome, avec des acteurs qui sont responsabilisés. Mais c'est pas du tout... Mais autonome de qui?
autonomes dans leur fonctionnement. C'est-à-dire que moi, je suis chef de service, je considère que probablement on accueillerait mieux les patients si on avait tel corps de métier supplémentaire et que je n'ai pas besoin de tel autre. En homme de terrain, je choisis de faire telle embauche plutôt que telle autre. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas au courant dans mon service. On ne me demande pas quand on embauche une secrétaire médicale. On ne me demande pas. J'aimerais la rencontrer avant pour savoir ce qu'on pourrait faire ensemble. Ce on, c'est qui? Le machin administratif. C'est-à-dire la direction de l'hôpital. Mais c'est même pas la direction, tout ça, c'est ce sort de monstre qui fonctionne un petit peu d'une manière autonome. Moi, en tant que chef de service, on ne me présente pas, par exemple, une secrétaire médicale qui vient travailler dans mon service. Je la découvre le jour où elle arrive. Est-ce normal? Non, parce que j'aimerais lui parler du projet de service. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous aider sur le codage de tel patient, de telle catégorie de patients? Bref, avoir une discussion d'ordre professionnel. Et ces discussions d'ordre professionnel, elles sont absolument fondamentales parce qu'elles permettent de donner du sens aux missions que nous pouvons faire. Croyez, je ne suis pas dans une sorte de blabla politiquement correct, je suis dans la recherche d'une dynamique de groupe quand on est responsable d'un groupe dans la fonction publique. C'est le cas d'un chef de service, c'est le cas d'un chef de pôle, c'est le cas dans toutes les autres fonctions publiques. Donc vous voulez, c'est vraiment responsabiliser le leader en fait de l'unité qui est en charge d'une école, d'un hôpital, d'un tribunal. Mais plus que la responsabilisation, c'est l'autonomisation, y compris de process. C'est-à-dire que le directeur d'école doit pouvoir adapter la pédagogie à tel groupe d'élèves qui manifestement a besoin d'une pédagogie différente. C'est inimaginable. Je crois qu'une classe d'âge, en France, c'est 760 000 enfants par classe d'âge. Vous croyez vraiment que les 760 000 enfants d'une classe d'âge ont besoin du même type d'enseignement au même âge, au même moment? Évidemment que non, ils sont différents. Il faut des pédagogies différenciées. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait le succès de toutes ces écoles qui s'ouvrent aujourd'hui, des écoles privées, Montessori, hors contrat, donc qui coûtent très cher aux parents. Qu'est-ce qui fait leur succès? C'est justement la recherche d'une individualisation du service rendu à l'enfant. Chose qu'on ne sait pas suffisamment faire dans la fonction publique, qu'on pourrait faire. Il n'y a pas d'obstacle technique à ça, sauf que c'est une question culturelle. Tout à fait. Moi, je trouve ça très intéressant, mais je pense que ça changerait quand même profondément le visage du pays, puisque vous passeriez d'un pays qui est quand même très uniforme, où systématiquement on a voulu uniformiser sur les programmes, sur la façon dont les gens sont pris. C'est une uniformisation factice. Vous savez, en 1986, un rapport qui a été publié et qui aujourd'hui donnera le même résultat, qui montre que qui s'en sort à l'école aujourd'hui? Les enfants de profs, les enfants de profs, toutes les études le montrent. Les enfants de profs et les enfants de gens qui ont de l'argent. Nous avons une école du déterminisme. Donc en fait, on dit que l'école est la même pour tout le monde. C'est une fable. C'est une fable. La santé est la même pour tout le monde. C'est une fable. Il y a une très grande inégalité en fait en France, liée aussi au fait que tous ces acteurs sont soi-disant homogènes. Mais en fait, leur homogénéité de façade, vous dites c'est très homogène, c'est une homogénéité de façade, parce que la qualité qui est derrière est différente. Il y a des bonnes écoles et il y a des mauvaises écoles, on le sait bien. Tous, comme parents d'élèves, nous cherchons à mettre nos enfants dans la meilleure école. Ça montre bien qu'il y en a des mauvaises. Vous voyez. Ma grand-mère était une ouvrière, et très pauvre, comme on ne peut plus imaginer cette pauvreté aujourd'hui. Ma grand-mère, donc c'était pas il y a 200 ans. Elle a eu l'intelligence que tous ses enfants, 6 enfants, ont fait des études. Et c'est grâce à l'école que nous en sommes sortis. Et j'en suis le premier bénéficiaire, vous voyez. Aujourd'hui, ça ne serait pas possible. L'OCDE a montré que quand vous êtes dans les 10% les plus pauvres, il vous faut désormais 6 générations pour arriver à la moitié, pas au haut, 6 générations à la moitié. Notre école est déterministe. Pourquoi? Parce que justement, on entretient la fable que tout le monde a les mêmes droits. Non, tout le monde n'a pas les mêmes droits. Et moi, ce que je veux, justement, c'est de donner aux acteurs publics, aux profs, en particulier, la possibilité d'adapter leur pédagogie à des enfants qui ont besoin d'une pédagogie différente. Non, mais c'est juste le point. On ne sait pas si cette adaptation permettra de changer ce fait qui est un fait avéré. D'ailleurs, les plus grands lycées inventés des lycées publics, ne serait-ce que dans la région parisienne. Aujourd'hui, c'est quasiment que des lycées privés qui prennent largement la tête des classements. Donc, c'est quelque chose qui s'aggrave et qui s'accélère de plus en plus. Reste à voir si... L'exemple britannique qui montre qu'ils ont augmenté de 85% le niveau dans des quartiers très défavorisés en donnant des bouffées d'oxygène, d'autonomie de pédagogie à des enseignants.
D'accord. Merci beaucoup, Philippe Juvin, c'était très intéressant. Donc il y a de l'espoir, vous voyez. Non, absolument. Non, mais c'est très intéressant. C'est que nous vivons dans cette idée que l'État peut décider de tout et a réponse à tout. Je pense que c'est une erreur. L'État, il est très important. C'est un grand libéral, en fait. Non, mais au sens de Raymond Aron, oui. Je crois en la nécessité de libérer les potentialités des individus. Je crois beaucoup à cela. Je pense que souvent, les individus trouvent des solutions. Qui a inventé Facebook, qui a bouleversé nos vies? Est-ce que c'est l'État ou des individus? Des individus. Qui a inventé les Restos du Cœur, qui a révolutionné le social en France? Des individus ou l'État? Des individus. Et donc, ça, cette ligne un petit peu libérale, comme disent les Américains, bottom-up, c'est une ligne Philippe Juvin ou c'est une ligne Les Républicains de façon générale? D'abord, vous lirez le programme des Républicains. Oui, c'est vrai. Moi, je crois, en tout cas, c'est une de mes lignes, et c'est à cette condition que l'État central peut jouer son rôle. L'État central est fondamental. C'est pas exactement ce que dit Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, par exemple. Ils sont quand même sur une ligne qui est beaucoup plus étatique, verticale. Il faut remettre de l'ordre. Là, on a quelque chose de beaucoup plus aérien, beaucoup plus anglo-saxon, libéral. Alors, vous allez dire, je vous mets dans des catégories, mais c'est vrai que votre discours n'est pas le discours qu'on entend récemment chez les Républicains, je trouve. Non, je pense qu'il faut faire attention aux caricatures. Je crois à l'État central dans ses missions régaliennes. Il n'y a que lui qui peut faire la justice tout court, la justice sociale. Il n'y a que lui qui peut faire les politiques de sécurité. Il n'y a que lui qui peut faire une politique monétaire ou une politique de forces armées. Et il n'y a que lui qui peut faire la péréquation entre les territoires pauvres et riches. Il n'y a que lui qui peut le faire. Moi, je leur demande et de l'éducation. Je lui demande de le faire et de le faire bien, ce qu'il ne fait pas bien aujourd'hui. Deuxièmement, je crois, juste dans les autres domaines, il faut donner plus de pouvoir aux individus. Vous avez bien compris, la potentialité des individus, ils sont capables de faire des choses extraordinaires, et ça commence par le maire de la commune, qui, quand vous libérez le maire... Oui, mais vous êtes d'accord, Philippe Juvin, que votre discours, ce n'est pas le discours de force. C'est-à-dire que vous avez une posture de leader qui est beaucoup plus proche, finalement, je trouve, de ce que fait Emmanuel Macron, que la posture de force que veulent présenter certains chez les Républicains, qui, eux, disent, en gros, les gens ne respectent plus, ils n'ont plus peur, on va leur redonner la crainte de l'État et ils vont un petit peu rentrer dans le rang. C'est un peu ce discours qu'on entend parfois. Et là, vous avez un discours qui est beaucoup plus avenir, projet, projection, faire confiance aux gens, indépendantiser les gens. Moi, je trouve ça très intéressant. Mais c'est vrai que je trouve que ça se démarque un petit peu de ce qu'on entend ces derniers temps. Mais que ça se démarque, c'est une chose. Et puis, troisième point, moi, je crois au service public. Les services publics, c'est à la fois de l'équité de traitement sur le territoire et un outil de prospérité. Quand vous avez des services publics qui fonctionnent, eh bien, les entreprises ont moins peur d'embaucher, il y a plus de sécurité, il y a plus de transport, la population est en bonne santé. Les Français le veulent en plus. Les Français le veulent. Ben oui, donc les ça Français tombe bien, le veulent, ils y sont attachés. Vous voyez, ça tombe bien. Donc, je n'aime pas les catégories qui consistent à dire je suis étatiste, je suis libéral. Moi, je crois à l'État. Je crois à l'État dans ses missions régaliennes. Dans ses missions régaliennes. Il n'y a eu que lui qui peut le faire. Enfin, vous savez, je suis maire, j'ai été soldat et je suis fonctionnaire de la fonction publique hospitalière. C'est pour ça que donc je crois à l'État. Je crois Mais que c'est l'État... peut-être le sens de l'histoire d'ailleurs. Quelqu'un qui est très dans le public, qui finit par se rendre compte qu'il faut de l'indépendance et de la sous-administration. Et ensuite, je pense qu'en dehors de l'État central, il faut de l'autonomie des individus et puis il faut des outils de service public. Et puis, évidemment, tout ça, il faut croire au progrès, à l'innovation. Et c'est à cette condition que le pays peut s'en sortir. Moi, je suis un très grand optimiste. Je pense que l'Allemagne, il y a 20 ans, était dans un trou aussi profond que celui dans lequel nous sommes. Aussi profond. Et ils en sont sortis, c'est formidable. Très bien de dire les choses comme ça. Merci beaucoup.